Donc, je m'appelle Thierry Scaillet, mon totem c'est Mangouste variable. Donc, ancien scout, pas chez les Launes, mais 16 ans en tant que louveteau, scout, pionnier, puis chef d'unité. Et aujourd'hui, donc, historien, conservateur du centre historique belge du scoutisme. Alors, le scoutisme, en fait, on pourrait le définir comme vraiment un troisième lieu éducatif. Donc, c'est pas l'éducation qu'on reçoit au niveau parental, avec ce qu'ils ont envie de nous transmettre comme valeur. Ce n'est pas non plus l'école, avec donc la formation que l'on reçoit des enseignants. C'est vraiment un troisième lieu d'expérimentation où on va apprendre véritablement à se connaître. Un peu le gnotisséoton de Socrate, c'est connais-toi toi-même à travers l'expérience avec les pairs, donc des jeunes du même âge que soi. Oui. Donc moi, à titre personnel, en fait, la valeur la plus importante, je trouve que c'est la solidarité que l'on pouvait retrouver au sein d'une patrouille et qui permettait de s'enrichir à la fois collectivement, mais aussi donc individuellement, puisqu'on parvenait comme ça à découvrir des choses sur soi que l'on ne savait pas. On apprenait à progresser et à faire aussi progresser les autres grâce justement à cet échange. Ça permet aussi de relativiser et de dépasser son propre individu ou son propre centrisme en constatant qu'on vit dans une petite cellule collective et que c'est la force de cette cellule qui permet de faire aboutir des projets. C'est vrai que si maintenant on reprend la définition actuelle, ce sont les CRACS, donc c'est citoyens responsables, actifs, solidaires et critiques. Donc, quand Baden-Powell imagine le scoutisme, c'est pas du tout comme ça. Pour lui, c'est avant tout une méthode qu'il va imaginer. D'abord évidemment pour ses militaires, qui va les doter d'habiletés techniques, les rendre beaucoup plus responsables, beaucoup plus autonomes. Mais au départ, c'est une méthode. Et qu'il espère pouvoir être reprise par les mouvements de jeunesse de l'époque. Mais spontanément, en fait, ce sont des jeunes qui vont s'approprier la méthode qu'il écrit dans Scouting for Boys et qui vont lancer les premières troupes scouts. C'est ça, c'est cette spontanéité qui va conduire Baden-Powell en 1909 à se dire il faut donner une structure à ce mouvement naissant, donc le scoutisme, pour que cette méthode soit donc respectée, donc soit donc utilisée comme je l'ai imaginé. Et donc, la création du scoutisme, au départ, c'est un mouvement spontané, né de la part des jeunes eux-mêmes, et pas de la volonté de Baden-Powell, qui lui ne fait que constater ce succès. En fait, il y a deux éléments de base qui vont être essentiels lors de la création du scoutisme. C'est d'abord le Ask the Boy, donc demande au garçon, et qui a gardé toute sa vérité aujourd'hui. Donc le fait qu'on part d'abord de la volonté de ce que veulent faire les jeunes, quelle que soit leur volonté, quelle que soit la région que l'on prend en considération. Ça, c'est un point essentiel qui existait dès l'origine et qui se perpétue aujourd'hui. Et l'autre point essentiel qui a fait le succès du scoutisme à ses origines, c'était le fait de plonger toutes ces activités dans le plein air. Alors, le plein air aujourd'hui, on va dire, c'est plus courant, c'est plus normal d'aller faire des activités dehors, marcher, courir, etc. Mais à l'époque, c'était tout à fait novateur. Et malgré tout, aujourd'hui, notamment avec le mouvement écologiste, ce retour au plein air, cette plongée des activités dans le plein air reste encore aussi d'actualité. Et alors bien entendu, tout ça a été étoffé par la pratique du jeu, par le système des patrouilles avec l'émulation, le système des batchs. Et donc c'est cette complémentarité de ces différents éléments utilisés dans sa méthode qui ont fait son succès et qui se perpétuent encore aujourd'hui, bien que les valeurs peuvent varier d'une région à l'autre. Donc au sortir de la Première Guerre mondiale, le scoutisme évidemment va renaître, mais c'est un scoutisme qui à l'époque est encore un peu dévoyé. Autrement dit, ce sont tous des jeunes qui se regroupent, mais qui veulent surtout à cette époque-là jouer un peu aux guerriers victorieux. Et donc on parodie, on fait des défilés en gants blancs, etc. Donc là, il y a vraiment dans l'immédiat après-guerre une efflorescence exceptionnelle de groupements scouts un peu partout sur le pays, mais essentiellement dans les villes. Donc c'est un phénomène essentiellement urbain à ce moment-là, mais qui ne va pas durer très longtemps. Et dès les années 20-21, on va voir tous ces premiers groupes scouts qui s'étaient créés disparaître, tout simplement parce qu'ils n'appliquaient pas encore la méthode scout telle qu'elle. Ça, c'est donc pour son apparition du scoutisme au niveau urbain. Mais c'est vrai que dans les provinces, le scoutisme était encore faiblement développé, et en particulier en province de Namur, où là,
le clergé séculier y était fort opposé au scoutisme. Il préférait soutenir les patronages, qui avaient encore fortement le vent en poupe. Et les seules personnes qui seront favorables au développement du scoutisme, ça sera notamment Monseigneur Eylen, donc l'évêque de Namur, qui va explicitement demander à un certain moment au père abbé de l'abbaye de Marezzo de laisser, dont François Atout, pouvoir s'investir dans le scoutisme et commencer justement à accueillir d'abord un camp scout à Marezzo, puis un deuxième camp pour la formation des chefs, et puis lui-même se lancer dans la création des Launes, avec pour objectif principal de permettre à des scouts qui sont justement isolés parce qu'ils vivent à la campagne ou parce qu'ils sont en internat, de pouvoir malgré tout pratiquer cette méthode scout, à titre individuel ou en petits groupes, et avec cette faculté de pouvoir, au camp d'été et puis plus tard à la période de Pâques, de pouvoir tous se réunir et partager entre eux qu'est-ce qu'ils avaient fait au cours de l'année. Donc ça c'est vraiment un objectif, c'est le point de départ de l'objectif du Père Atout de créer les Launes, mais sur lequel aussi va se greffer des objectifs plus lointains, plus fondamentaux par rapport au développement général du scoutisme catholique, donc qui à l'époque se développe, mais relativement lentement par rapport à d'autres pays, notamment parce que le scoutisme catholique ne bénéficie pas encore à l'époque du soutien des classes dirigeantes. Soutien à la fois moral et financier, ce qui est important évidemment pour permettre au mouvement de se développer, mais aussi, donc ça c'est un objectif finalement du Père Atout aussi, c'est d'essayer de convaincre cette classe dirigeante que finalement le scoutisme christianisé peut apporter quelque chose de positif aux jeunes de l'époque. Et grâce à cet engagement de jeunes issus de milieux nantis, de pouvoir chez eux trouver les futurs cadres d'un développement justement de troupes un peu partout dans le pays, y compris en province. Donc on voit que derrière le fait de proposer la méthode scout à de jeunes isolés, il y a également deux objectifs, on va dire, un peu cachés, qui consistent à convaincre la classe dirigeante catholique du bienfait du scoutisme catholique et par les jeunes de ces familles de trouver des cadres qui vont permettre le développement justement du scoutisme catholique au cours de l'entre-deux-guerres. Et c'est un objectif que le Père Atout va réussir à obtenir, quoi. Au lendemain de la guerre, les patronages sont le principal mouvement de jeunesse catholique dans les paroisses, mais c'est un mouvement qui s'essouffle. Notamment parce qu'il n'arrive pas à se rénover au niveau des méthodes ou des activités qui sont proposées. Alors il va quand même se remettre en cause, mais seulement à partir de 1924, sauf qu'entre-temps, les scouts ont fait leur apparition. Et ce que les scouts proposent, notamment cette découverte du plein air, cette aventure à travers les différents jeux qui sont proposés, c'est ça qui va encourager pas mal de jeunes, notamment des patronages, à proposer à leur directeur prêtre, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des activités scouts dans notre patronage? Et ça propulse vraiment le développement des troupes scouts, qui après vont devenir autonomes, quoi. Donc, alors, les vaillants compagnons de Saint-Michel vont jouer un rôle essentiel, puisque c'est quelque part la première troupe Laune, des Launes qui ne sont plus tellement isolés. Donc, dans la mesure où ça regroupe essentiellement les Launes de Bruxelles, et c'est dans le cadre des vaillants compagnons de Saint-Michel que l'on va justement former toute une série des futurs cadres qui contribueront au développement du scoutisme, puisqu'on va y retrouver par exemple des gens comme Pierre-Alex Franck, qui ira créer après les vaillants compagnons de Saint-Hubert ou la 20e Liège à Liège, où on va retrouver des gens comme Henri Briffaut et Roger de Menton de Horn, qui eux vont l'année suivante, donc en fin 1926, aller créer la 35e des Ardents de Saint-Michel. Donc on voit que les vaillants compagnons de Saint-Michel sur Bruxelles, c'est donc une première troupe Laune fixe sur la capitale, mais à partir de laquelle on va avoir un rayonnement des Launes grâce aux personnes qui en font partie et qui vont commencer à essaimer et à créer de nouveaux groupes sur la capitale ou ailleurs dans les grandes villes de Wallonie ou de Flandre, puisqu'à l'époque ce n'était pas encore un scoutisme catholique scindé en deux, quoi. Donc, dans l'entre-deux-guerres, si on prend les années 20, vraiment là c'est d'abord un processus de création qui caractérise le scoutisme, mais aussi de découverte, puisque à ce moment-là, je veux dire, la méthode scout évolue encore.
On sait que donc Baden-Powell imagine la méthode Louveteau seulement à partir de 1916, ou la méthode Routier pour les plus grands à partir de 1920. Donc au départ, ce n'est pas appliqué tout de suite chez nous, donc il faudra attendre de premières expériences en 20, 23 pour voir créer donc, les premières meutes de louveteaux, les premiers clans routiers. Donc ce début des années 20, et ça va même durer encore au cours de la deuxième moitié des années 20, c'est vraiment une période d'expansion du scoutisme et en même temps de découverte. On peaufine la méthode, on crée des camps-écoles de formation pour les chefs pour être bien formés, pour bien savoir ce qu'il faut faire, donc ce vers quoi on veut aller. Et les années 30, ça c'est plus une période, on va dire, vraiment de conquête. Apparaît une période vraiment de formation, de gestation, où on a essayé de créer des structures solides. Maintenant qu'on est bien installé, dans les années 30, là, on se lance vraiment dans une phase de conquête, alors que c'est vrai que la situation économique n'est pas nécessairement rose à ce moment-là, mais ça n'impacte pas vraiment les scouts qui, il faut quand même bien l'avouer, est à l'époque un phénomène, un mouvement de jeunesse qui est plutôt, je ne vais pas dire élitiste, mais pour une bourgeoisie nantie, ou une petite bourgeoisie en tout cas. Ça concerne vraiment plutôt donc la petite et moyenne bourgeoisie, plus que les classes défavorisées qui, eux, restent ancrées sur les patronages. Où là, malgré tout, il y a quand même des expériences de scoutisme. Hein. Et donc, durant les années 30, là, on est plutôt dans une optique vraiment de conquête, en essayant vraiment d'abord de faire reconnaître dans tous les milieux catholiques l'importance qu'il y a à faire, à participer au scoutisme catholique. Et c'est là que, par exemple, un laune comme Valentin Briffaut, qui est un vieux laune, puisqu'il arrive en 23, mais il est déjà il a la cinquantaine à cette époque-là, mais qui va donc trouver important de faire partie du mouvement laune dans cet esprit de conquête du scoutisme, et qui va mettre justement ses connaissances, sa notoriété, le fait aussi qu'il deviendra le premier commissaire fédéral de la Fédération des scouts catholiques de 29 à 36, pour pousser véritablement à ce développement du scoutisme en Belgique. Développement évidemment qui par écho va permettre aussi de développer toute une série de groupes dans les paroisses, et donc s'adresser aussi à un public qui est moins favorisé que les troupes que l'on peut trouver dans les collèges ou dans les internats au niveau des provinces. Donc ça c'est vraiment les années 20, une période de découverte, de peaufinement, où on vraiment fait en sorte de faire du scoutisme de qualité. Et une fois qu'on rentre dans les années 30, là on part à la conquête, l'objectif étant vraiment d'établir de manière durable le scoutisme en comparaison des patronages et en comparaison de la jeunesse ouvrière chrétienne qui commençait à démarrer à cette époque-là, et dont le public cible était là plutôt vraiment la classe ouvrière. Ah oui, oui, tout à fait. Hein. Ils ont fort impliqué d'ailleurs. Hein. Donc, oui. À tous les niveaux d'ailleurs, on retrouve toujours des launes dans les structures enfin, c'est-à-dire on va retrouver des launes qui créent de nouvelles unités un peu partout et à gauche, à droite, et qui contribuent à son développement. Mais on va trouver aussi des launes qui vont, ce qu'on appelle, prendre un service de chef comme chef ou comme assistant dans toute une série de troupes paroissiales, et donc qui se mettent au service de jeunes scouts moins favorisés. Et puis alors il y a toute une série de launes qui eux vont prendre des postes à responsabilité dans le mouvement, donc jusqu'au poste de commissaire fédéral. Mais on va retrouver comme commissaire routier, commissaire éclaireur, commissaire à la propagande. On va vraiment retrouver des launes à tous les échelons du mouvement, mettant alors leur capacité, leurs compétences au développement du scoutisme de cette manière-là. Mais l'histoire des problèmes des années 80, c'est lié vraiment à l'histoire des launes, parce que les launes, au fait, dès 1923 ou 24, si on prend la publication de leur premier règlement, vont obtenir ce statut particulier d'être un commissariat spécial, le commissariat spécial des launes. Et les launes vont garder cette spécificité jusqu'en 1963, et quelque part, donc, si les launes avaient reçu ce statut particulier, c'était parce qu'ils s'inscrivaient dans cet objectif de diffusion du scoutisme. À partir du moment où, en 1963, les structures de la fédération sont complètement revues et que, dorénavant, les launes deviennent une unité à part entière, donc la 13e attachée à Woluwe-Saint-Lambert, ça sera un peu mal vécu de constater que l'unité va rester unie, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va multiplier ses meutes, ses troupes, ses clans, alors qu'on espérait évidemment que
Non, que ça crée d'autres unités et pas simplement qu'il y ait ce phénomène donc de concentration sur soi-même, où finalement le statut de commissariat a disparu, mais on garde sa spécificité à travers la 13e unité attachée à Woluwe-Saint-Lambert. C'est ça le cœur du problème en fait. Hein. Donc l'espoir aurait été effectivement qu'il y ait une poursuite des créations, mais avec des unités qui soient totalement autonomes et pas spécifiquement rattachées à la 13e. Ça ferait, je ne sais pas moi, 40 ou 50 unités différentes. Hein, donc, Et ça, c'est lié vraiment à l'histoire du mouvement, parce qu'il y avait en sous-jacence cet objectif de développement et de créer, de former des cadres qui allaient contribuer à cette extension. Et c'est resté, peut-être inconsciemment, mais c'est resté encore aujourd'hui. Peut-être aussi favorisé par le recrutement qui reste particulier, évidemment, des Launes, suivant leur implantation. Et donc, le fait que ça se soit perpétué, même avec le changement de structure, parfois ça n'a pas toujours été bien apprécié au niveau de la fédération. Surtout que la fédération a aussi été traversée par différents courants. Donc, à un certain moment, il y a eu un courant gauchisant, justement, dans les années 60-80. Et donc, forcément, ça influe sur la perception qu'on peut avoir des groupes qui restent centrés sur lui-même. Oui, alors c'est sûr, hein, je veux dire, le fait que les Launes ont gardé ces spécificités du grand camp d'été qui réunit tous des groupes issus d'horizons différents et qui permettent donc des échanges que les autres unités n'ont pas, puisque là c'est toujours les mêmes patrouilles de la même unité ou de la même troupe qui font leur camp à un tel endroit. Donc c'est un enrichissement que n'ont pas justement les autres groupes que l'on voit à gauche et à droite. Hein. Et on peut comprendre dès lors que les Launes souhaitent conserver cette spécificité qui est pour eux un enrichissement plus qu'un appauvrissement. Oui, oui, non, je veux dire, c'est vrai qu'au niveau du recrutement, bon, c'est un phénomène que l'on observe aussi dans les autres troupes. Hein. Généralement, des troupes qui fonctionnent bien et qui sont dans des milieux pas nécessairement très riches, hein, je veux dire, mais où le scoutisme est bien implanté, généralement, les parents qui ont de jeunes enfants mettent spontanément leurs scouts dans l'unité où ils ont été membres, s'ils n'ont pas changé de lieu. Et donc là, il y a un recrutement qui se fait vraiment quasiment par le bouche à oreille et de famille en famille. Ce phénomène, spontanément, on va le retrouver aussi chez les Launes. Et donc là, il y a, je dis rien d'anormal, si ce n'est évidemment que, comme dès l'origine, on recrutait dans un milieu privilégié, ben, ça s'est perpétué au cours des générations. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que chez les Launes, il y a toujours eu une importance très forte accordée aux valeurs chrétiennes et qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Ce qui, évidemment, parfois a posé problème pour la fédération plus généralement, notamment quand il y a été question d'essayer un peu d'avoir d'apparaître plus ouvert donc, à la pluralité, à la diversité, et de ne plus afficher de manière visuelle ou de manière bien présente le C de catholique. Donc là, je sais effectivement que ça a posé des problèmes au niveau des Launes qui, eux, voulaient conserver cette affirmation chrétienne telle que l'a conservé, par exemple, les guides catholiques de Belgique, où là, ce débat a aussi eu lieu, mais finalement, elles ont préféré garder le C de catholique dans leur affirmation, même s'il y a aussi cette logique d'ouverture à ceux qui ne sont pas nécessairement croyants, sans que ça pose problème pour devenir guide chez eux. Bon. Il y a aussi évidemment eu, dans le chef de la fédération, on peut l'imaginer, même s'ils ne le diront jamais comme ça, mais une volonté aussi d'hégémonie, hein, parce que s'affirmer les scouts, forcément, ça donne l'impression que les autres n'en sont pas, alors qu'on sait très bien qu'il y a d'autres fédérations en Belgique qui font aussi du très bon scoutisme. Alors c'est vrai qu'on a... Je me réassis. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a généralement... une image un peu noire de la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression que ça va être une période très dure pour le scoutisme. Alors, il ne faut pas nier qu'effectivement, ça n'a pas été une période nécessairement très facile, mais c'est une période très florissante pour le scoutisme, parce que si on prend tous les mouvements ensemble, entre le début de la guerre, même entre 1939 et 1945, les mouvements scouts en Belgique doublent leur nombre de membres. Et donc à la fin de la guerre, il y a 45 000 scouts en Belgique, donc c'est énorme. Et cette croissance, au fait, elle se justifie, elle s'explique par la situation particulière de la Belgique qui va être mise sous gouvernement militaire
durant donc, la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que des mesures seront prises, évidemment, par rapport aux activités scouts, mais de manière progressive, ce qui fait qu'il n'y aura pas un coup d'arrêt, comme au cours de la Première Guerre mondiale, en concernant donc le scoutisme. Donc il va pouvoir continuer donc, à vivre ses activités, avec évidemment toute une série de limites qui vont donc s'ajouter au fur et à mesure des années. Donc on va interdire par exemple les activités de plein air, ou du moins l'utilisation des cartes ou autres. Et le sommet, on va dire, ça sera l'interdiction du port de l'uniforme en 1943. Mais sans pour autant que cela empêche les scouts de pouvoir continuer à faire leur activité, sauf qu'ils le font en uniforme civil. Et donc là, on a des exemples concrets d'unités qui font encore leur anniversaire en 1944, mais sauf que ce n'est pas en uniforme, sauf de manière cachée, quand on est sûr qu'il n'y a aucun occupant à proximité qui pourrait observer la scène. Alors si on revient un peu en arrière, donc tout au début de la guerre, c'est vrai qu'au départ, lorsqu'on sent qu'elle va être enclenchée, on a spontanément donc, toute une série de scouts qui vont se mettre au service des autorités, mais pour de menus services, c'est pour servir des stafettes, pour aider à la Croix-Rouge, pour servir à faire de la circulation, et des choses comme ça. Donc il y a spontanément une volonté de venir en aide, sachant que la situation est grave et que l'on s'oriente véritablement vers la guerre. Dès que la guerre alors maintenant donc, est déclenchée avec l'invasion de la Belgique, là par contre la situation va devenir un peu plus difficile et les aînés, notamment des Launes, vont être directement appelés sous les drapeaux et participer au combat, tandis que parmi les plus jeunes, ceux qui étaient en âge d'être mobilisés, eux, ils vont devoir prendre la route et se retrouver donc dans le sud de la France, dans ce qu'on a appelé l'expérience des crabes, donc les centres de recrutement de l'armée belge, qui avait pour objectif de les mettre à l'abri d'une réquisition et de faire en sorte qu'on ait une armée qui puisse se constituer dans le sud de la France, jusqu'à ce que, évidemment, la Belgique capitule et qu'à ce moment-là, l'ensemble de ces scouts vont revenir sur la Belgique et qu'on va rentrer dans une atmosphère d'occupation où les scouts au départ sont tolérés, donc on leur laisse faire tout à fait leur activité normalement après quelques semaines de battement. Mais évidemment, comme le nombre de scouts va continuer à augmenter, que certains ne vont pas avoir la prudence d'être discrets, progressivement, au fur et à mesure des mois, les autorités allemandes vont être amenées à devoir un peu plus serrer la vis, jusqu'à ce qu'en 1943, on en arrive à cette interdiction de l'uniforme. Alors c'est vrai que là, donc, les scouts se font de plus en plus discrets, mais il n'y a jamais eu d'arrêt vraiment dans les activités des scouts à ce moment-là, ce qui explique aussi leur croissance, parce que pour beaucoup de jeunes pour lesquels il n'y avait aucune activité disponible, faire du scoutisme, c'était une activité qui leur sortait de leur quotidien. Et ce qui explique justement donc, cette croissance continue du mouvement durant la période de guerre. Et alors forcément, quand les Allemands commencent à perdre le conflit, on va assister à un même phénomène qu'au début de la guerre, c'est-à-dire un enthousiasme des jeunes scouts à vouloir donner un coup de main pour justement marquer le coup de la fin des hostilités. Et avant ça, bien sûr, une série de Launes qui, au moment, donc 43-44, au moment où on sent que le vent tourne, commençait à se dire il faut que je donne un peu de moi dans cette libération du pays, en m'engageant dans la résistance, en faisant du sabotage et d'autres choses de ce type-là. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, enfin, quand je dis que c'est pas plutôt lié au fait qu'il y a un affaissement du nombre de Launes après-guerre, mais qui est un phénomène normal. Hein. C'est-à-dire que, assez logiquement, comme le scoutisme a très fort augmenté durant la Seconde Guerre mondiale, notamment parce qu'il y avait peu d'autres activités proposées aux scouts, juste après la fin des hostilités, là, donc, le cinéma reprend ses activités, le dancing, etc. Donc il y a beaucoup plus d'activités qui sont disponibles pour les jeunes et on constate de manière générale, donc ça concerne les Launes, mais ça concerne également tous les autres mouvements, qu'il y a une régression du nombre de scouts avant un renouveau qui démarrera dans les années 50 et qui puis après va poursuivre jusqu'à la fin des années 90, quoi, avant de connaître là de nouveau un petit tassement, quoi. Mais alors, en fait, le pullover vert, voilà, historiquement, c'est le premier chandail qui est réglementé, parce qu'il apparaît dans le règlement de 1923. Et donc, ça sera vraiment la pièce d'uniforme caractéristique des Launes, telle que le foulard noir d'ailleurs, alors que les autres scouts portent du kaki et puis passeront sur le chandail bleu.
Donc le vert, c'est vraiment une marque de fabrique des Launes, mais qui va être supprimée pendant la guerre, à cause justement des Allemands. Et justement, comme les habitudes ont la vie dure, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra un peu de temps avant qu'on revienne à ce chandail vert, et c'est Gérald Déry qui va justement le préconiser, enfin plutôt l'imposer, pour qu'on revienne justement à cette tradition ancienne des Launes, qui remontait à 23. Donc cet attachement en fait aux traditions Launes, qui est très fort d'ailleurs chez ceux-ci, on la retrouve quand même ailleurs. Hein. Donc si on prend par exemple les troupes de collège qui avaient été créées donc, à l'Institut Saint-Louis, l'Institut Sainte-Marie, l'Institut Saint-Boniface ou l'Institut Saint-Pierre à Bruxelles, de création de 1919, là la caractéristique de ces troupes de collège, c'est qu'elles avaient un foulard orange. Moi personnellement, je sors de Sainte-Marie, mon foulard orange, pour rien au monde, je veux le changer. J'y suis attaché, comme toutes les troupes de collège y étaient fortement attachées. Alors la particularité chez les Launes, à mon avis, c'est que ce sentiment d'attachement aux traditions, au foulard noir, etc., est accentué aussi par le recrutement sociologique qui lui est propre et qui renforce encore justement ce sentiment d'appartenance, puisque chez eux également, dans l'éducation familiale, c'est quelque chose d'important qui apparaît dans leur schéma éducatif. C'est vrai que le père Atout, c'était quand même une personnalité, je veux dire, d'importance, hein, parce que c'est vrai qu'on retient qu'il a été l'aumônier fondateur des Launes, mais il a été plus que ça, hein, puisque avant même d'être le fondateur des Launes, c'était donc l'aumônier de district du Namurois, donc notamment à la demande de Monseigneur Hélène, avec pour objectif de diffuser le scoutisme dans la province. Mais alors après, il y a d'autres casquettes qui se sont ajoutées, puisqu'il s'est fortement impliqué dans la formation des chefs, notamment comme aumônier du comité des camps écoles. C'est lui qui sera le premier commissaire à la propagande, donc ça c'est le terme d'époque, mais qui montre l'importance qui était de diffuser les idées du scoutisme. Et alors il va avoir un rôle aussi en tant que publiciste, dans le sens qu'il était éditeur, rédacteur de différentes revues scouts, pour diffuser justement ses idées, tout en étant lui-même auteur, puisqu'il va faire un missel pour être prêt, il va faire plusieurs chansonniers, donc Chantons les scouts, il va faire aussi des commentaires de la loi scout à travers ses mémoires du corbeau solitaire. Donc c'est quelqu'un qui, par la multiplicité de ses casquettes, va jouer un rôle vraiment prépondérant dans le développement du scoutisme de l'entre-deux-guerres, vu ses multiples implications. Et même d'ailleurs au sein de son monastère, par après, donc, il mettra aussi son énergie à plein d'autres initiatives au sein du monastère, mais pour le mouvement scout, ça a été un personnage essentiel, quitte à parfois donner des cheveux blancs à son père abbé, puisqu'il était pas assez souvent au monastère et trop souvent à l'extérieur. En fait, aux yeux d'aujourd'hui, on pourrait se demander, mais que fait le père Atout dans un monastère? Il est tellement débordant d'énergie, d'initiative, qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Maintenant, évidemment, il est issu d'un milieu où la religion est très importante, puisque donc c'est une fratrie de 5 enfants, lui c'est l'aîné, mais 2 de ses sœurs vont devenir religieuses, et donc un de ses frères, Georges Atout, lui va décéder pendant la Première Guerre mondiale, donc ça va aussi fortement le marquer, et donc il sort à peine des études qu'il décide d'avoir une vocation monastique. Donc on voit que la religion chez lui est très importante, d'autant plus que son père étant lui-même fort impliqué, donc catholique pratiquant fort impliqué, et notamment fondateur des mutualités chrétiennes à Namur. On comprend le milieu dans lequel il baigne et donc cette importance qu'a la religion pour lui, quoi. Alors Renard Argenté, c'est vrai que souvent c'est un peu la personne oubliée des Launes, alors qu'il a quand même un rôle important. Mais alors, s'il est un peu oublié, c'est à cause de ses autres casquettes, puisque Renard Argenté, ou Étienne Van Hoof, donc on le connaît surtout comme étant le premier commissaire international des scouts catholiques, une fonction qu'il occupe de 20 à 1926. Mais après aussi, c'est le premier commissaire à la formation des chefs en Belgique en 1921. Et si on remonte encore un peu dans le temps, de 1928 à 1937, ce sera aussi le commissaire général de tous les scouts catholiques, donc francophones et néerlandophones, de Belgique. Et donc, ces casquettes prestigieuses font que généralement on oublie qu'il s'est aussi investi au niveau des Launes, où là, évidemment,
le père Atout avait déjà une aura suffisante pour pouvoir occuper l'avant-scène. Mais sinon, au niveau des Launes, donc Renard Argenté, lui, son rôle va devenir... donc, le père Atout le connaît dès 1919 et ils vont rester toujours en relation puisque c'est ensemble qu'ils mènent les activités de formation, notamment des chefs scouts à l'échelle nationale et pour les Launes. Ils vont mener toute une série d'activités. Et c'est à partir de 1925 que là, je veux dire, l'activité de Renard Argenté pour les Launes devient plus prégnante, puisque c'est lui qui est à la base de la création des Vaillants Compagnons de Saint-Michel à Bruxelles. Donc après, lorsqu'en 1931, à la demande de son père abbé, le père Atout va devoir un peu reculer et donc abandonner son poste de commissaire général des Launes, qu'il était le premier à occuper, tout en gardant le statut d'aumônier général des Launes. Donc là, lorsqu'il abandonne cette fonction de commissaire général, officiellement, c'est Jean de Launois qui reprend le flambeau, mais comme adjoint, on retrouve toujours derrière lui Renard Argenté qui va occuper cette fonction vraiment pendant des années, jusqu'en 1940, et qui montre, je veux dire, l'importance qu'il va avoir. Sauf que c'est un peu comme une éminence grise, il est derrière. On ne le voit pas à l'avant-plan, mais il est bien présent. Et cela s'explique notamment, comme je le disais, par ses autres casquettes au niveau national, donc pour l'ensemble des scouts catholiques. Bien implanté. Donc d'abord, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Il recrutait dans un milieu où il savait qu'il y avait des possibilités d'avoir de la reconnaissance, de trouver des personnes qui auraient du temps pour s'investir pour le développement du scoutisme catholique. Et puis, ils avaient les relais à travers les différentes personnalités qui se sont engagées pour favoriser justement le développement du scoutisme, sans compter les avantages qu'ils ont reçus, comme ce statut particulier de commissariat, et qui a permis de développer véritablement ce projet d'extension. En fait, c'est sans doute là que la fédération a peut-être des regrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit l'ampleur qu'a la 13e unité avec toutes ces troupes, toutes ces meutes, tous ces clans, donc c'est là aussi tout un foyer potentiel de nouveaux chefs, mais qui vont contribuer à créer de nouvelles meutes, de nouvelles troupes, l'aune. Et c'est là un peu sans doute que résident les regrets de la fédération, qui aurait sans doute préféré que ce potentiel de service serve ailleurs, donc dans d'autres quartiers de la ville, pour d'autres milieux. Et voilà, donc c'est... Non, mais là, au fait, ici, il faut se rendre compte que la logique, c'est aussi inversée. Hein. Au départ, le scoutisme, c'était essentiellement un phénomène urbain et très peu développé dans les provinces. Aujourd'hui, c'est inversé. Je veux dire, dans les villes, en comparaison de la situation antérieure, le scoutisme s'est désurbanisé et il est beaucoup plus implanté dans des villes de province, ou voire même dans des villages, où là, ça fonctionne du tonnerre. Mais c'est aussi en lien avec les déplacements sociologiques, enfin les changements sociologiques dans les villes et les déplacements notamment des classes moyennes qui justifient évidemment donc cette évolution. Et il y a par exemple des communes comme Scarbeck ou Saint-Josse où il y avait une efflorescence d'unités scouts auparavant, qui ont aujourd'hui totalement disparu suite à l'évolution sociologique des quartiers. Alors ça ne veut pas dire que, par exemple, les musulmans ne sont pas accrochés par le scoutisme. Donc moi-même, j'ai fait partie d'une troupe où on était moitié-moitié, donc moitié, on va dire, de chrétiens, de Belges issus d'éducation chrétienne, et moitié donc d'origine musulmane pratiquante ou pas. Mais je veux dire, l'accroche était plus difficile, ou le fait de pouvoir retrouver chez eux des gens qui allaient s'investir comme chef ou qui allaient simplement avoir du temps pour s'investir comme chef était nettement moins important. Et c'est comme ça que dans certains quartiers ou dans certaines communes, le nombre d'unités scouts a tout simplement diminué, dégringolé, voire parfois il y a des endroits où on n'en trouve plus aucune. Ah oui, c'est fleuri. Oui, d'autant plus qu'il y a toujours, même si c'est vrai qu'il y a ce reproche qu'ils sont entre eux, il y a quand même des Launes qui continuent à s'investir aussi donc dans leur milieu où ils vivent. Alors peut-être pas nécessairement dans un groupe scout ou autre, mais ça peut être dans une ONG, ça peut être à la Croix-Rouge, dans une ASBL autre. Donc je veux dire, cet objectif de donner du temps aux autres, on va le retrouver malgré tout. Donc peut-être différemment, mais il est bien présent. Je souhaite aux Launes de persévérer, de continuer comme ils réussissent aujourd'hui, mais sans oublier aussi de savoir donner du temps aux autres s'ils ont la possibilité de s'investir pour d'autres ONG ou autres ASBL qui pourraient avoir besoin de leur aide. Ouais.